Aujourd'hui, nous allons aborder les violences victimaires avec un thème comprendre ne veut pas dire excuser ou condamner. C'est tout de suite, c'est en osmose et c'est Osmosène. Osmose Radio, Osmose. la web radio. Osmosène, l'émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous sur Osmosène, l'émission Bien-être d'Osmose Radio, produite par Osmose Radio, rediffusée en coprod avec Rage FM le dimanche soir à 22h sur 90.3. Aujourd'hui, dans cette Osmosène, nous retrouvons notre intervenant Jean-Jacques Gérard, victimologue clinicien, psychanalyste également. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, on s'était dit il faudrait qu'on fasse quelque chose autour des violences. Et puis je vous avais posé une question sur sur les gens comme Nordal Lelandais ou des trucs comme ça, en vous demandant un petit peu comment vous les perceviez. Et du coup, tout ça a déclenché une série de questions qu'on s'est dit et qu'on allait réunir autour de cette émission. Et justement, j'allais vous demander tout de suite d'entrer comment vous en êtes venu à souhaiter qu'on aborde ces questions des violences victimaires. Merci Serge de votre question. Comment j'en suis venu? En fait, c'est à l'occasion de la dernière émission, vous m'aviez posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Et c'est une question qui m'a heurté. Et donc, j'ai fait du chemin avec cette question. Vous l'aviez posée peu ou prou, je le dis sous votre contrôle, de cette façon, à savoir, si on se trouve devant un assassin d'enfant en cour d'assises, votre question laissait supposer qu'on a un regard terrible, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser supposer qu'il n'est pas possible de rencontrer autre chose que de la haine. Ben oui, voilà parce qu'on laissait on est là en train de supposer. se dire, il a tué un gosse, il a massacré, il mérite la mort, quoi. Enfin, en gros, c'est... Oui, mais voilà, donc c'en est resté là, puisque comme je vous dis, j'ai pas répondu, et tant mieux, parce que, comme je vous le dis aujourd'hui, cette question m'a fait cheminer, et elle m'a fait cheminer aussi en tant que quelqu'un qui, d'une, s'est trouvé à la cour d'assises, dans les journées du 6, 7 et 8 mai 90, face à la personne qui avait violé, tué mon fils. Et puis qui s'est retrouvé ensuite à la cour d'assises plusieurs fois face à des personnes qui ont violé des jeunes femmes, face à une personne qui a tué le fils de Mimoun, Abdel, qui avait 9 ans et demi, donc face à Willy Van Coppernold. Et donc, je me suis retrouvé régulièrement dans ce type de situation. Et face à ce qu'on appelle des criminels. Face à des criminels. personnes qui ont tué. Ouais. D'accord. Vous voyez, vous entendez la nuance. Oui, vous n'utilisez pas le même mot. Ah ben non, face à des personnes qui ont tué. Vous voyez, une personne, s'il s'agit de Willy Van Coppernold ou de Christian Van Geloven, j'y reviendrai, je ne serais pas du tout gêné pour le vouvoyer et l'appeler par son prénom. D'accord. Ça en dit long sur mon regard. C'est-à-dire, Willy a tué Abdel. Voilà. Donc, ce que je tente de vous dire, c'est que moi, le chemin que j'ai fait m'a conduit à non pas que je ne connais pas la haine, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la haine, elle est là pour faire face au désespoir. Quand on est en situation de désespoir, votre fils vient d'être tué ou votre fille, vous êtes désespéré, et la meilleure réponse qui arrive et qui est tout à fait humaine, c'est la haine. Vous, au début, quand le drame est arrivé dans votre vie, qu'on a retrouvé votre fils, qu'on a retrouvé l'assassin, vous n'étiez pas dans le même état qu'aujourd'hui. Il a fallu tout un cheminement avant que ce monsieur qui a osé toucher votre fils passe c'est du tout un cheminement, voilà. C'est tout un cheminement, mais surtout, ce qui pourrait paraître étonnant, c'est que pendant 3 mois, d'abord, il a fallu à peu près 3 mois entre le moment du meurtre du fils et le fait de trouver l'auteur. Il a fallu donc 3 mois. 3 mois au cours desquels il n'y avait que haine, que de monstres dans mon imaginaire. Et après, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est l'imaginaire des autres. Vous n'étiez pas seul. J'imagine que tous les gens autour de vous devaient parler. C'est pas ça qui est important pour moi, pas du tout. Ce qui a été important, c'est de me rendre compte que tant qu'il n'avait pas de visage, il pouvait avoir tous les visages et bien entendu les pires. Mais ensuite, à un moment donné, il a eu un visage. Et quand il a eu un visage, ça voulait dire que cette personne-là était un humain comme moi.
Ah oui, tant qu'on le voit pas, on peut fantasmer. C'est-à-dire Tout ce qu'on que, veut. voilà. Mais parfois, on continue le fantasme même quand on le voit. Du style Nordal-Lelandais. Vous voyez? Et donc, c'est tout ce que je vais tenter de dire au cours de l'émission, on y reviendra. Hein. C'est pas un sujet simple, mais en même temps, vous voyez, on a un monstre d'un côté. Nordal-Lelandais, cette personne, donc Nordal, vous avez la mère de l'enfant qui parle de son enfant en disant un ange. On est dans le même registre de l'imaginaire et du fantasme. C'est vrai. En plus, L'enfant Nordal, devient un ange et l'autre devient un monstre. ce fameux Nordal hollandais n'a même pas encore été. Il n'a pas été jugé. Il y a tout un travail à faire de prospection. Il semblerait de temps en temps qu'il y ait des rebondissements, mais pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a déjà des reportages, des documentaires sur lui, et qu'à chaque fois, il y a cette image du monstre. Enfin, à chaque fois, Enfin, il y a cette conditionnel, idée-là, mais il y a cette idée-là idée. qui correspond, qui nous révèle d'autres types de violences. Alors là, je crois que, en tout cas, moi, j'ai pas l'intention d'y aller de main morte parce que, vous savez, en ce qui me concerne, vous savez peut-être pas, mais vous allez voir que c'est très simple. Si moi, je viens apporter mes condoléances à une personne qui a perdu un gamin dans des circonstances semblables, c'est-à-dire qui vient d'être tué, Ouais. je peux vous assurer que si la personne, en amont, elle a entendu parler de moi et du chemin que j'ai fait, je deviens quelqu'un de maudit. Hein. Ah bon? Ah bah c'est clair, j'en ai fait l'expérience. Celui-là, vous voyez, donc la haine, elle se retourne. Alors c'est difficile parce qu'en même temps, j'ai fait du chemin, je suis aussi. Mais en tout cas, c'est, je dirais au minimum tabou. C'est une espèce de tabou que je me suis rendu compte de ça. Et je le comprends. Il est dans la même logique que la haine, c'est la même logique. Il y a un petit souci aussi, c'est parce que les mots ont une valeur. Oui. On n'a pas tous la même définition. Quand vous dites que vous essayez de comprendre, nous on a du mal à comprendre ça. Mais non, mais c'est-à-dire que, alors moi je vais vous le dire autrement, voilà. quand moi, ce qui m'est apparu très vite, dès que la personne qui était à ce moment-là supposée l'auteur ou l'auteur présumé du viol et du meurtre de mon fils, ce qui m'est apparu très vite, c'est d'un côté la haine, elle a disparu, je dirais au bénéfice de ce mot comprendre. C'est-à-dire comprendre quoi? Comment quelqu'un, et là en l'occurrence de très jeune, puisqu'il avait 18 ans au moment des faits, Patrick Thomas, comment il peut en arriver là? Vous voyez, c'est cette question-là, comprendre, c'est comment quelqu'un peut en arriver là. Et moi, ça, c'était mon chemin. Oui, mais il vous a fallu combien de temps avant de... Ben, ça, c'est en plusieurs étapes. Il y a des étapes à l'intérieur. Il y a plein d'étapes. Il m'a fallu 10 ans pour, quand j'ai travaillé avec des adolescents et que je leur proposais un service, des adolescents qui étaient très frappés quand même, hein, qui avaient beaucoup souffert. Donc, il y a une dizaine d'années où cette clinique de l'adolescence, cette psychologie clinique de l'adolescent et éducatif va me faire comprendre plein de choses. Après, il va y avoir d'autres étapes, où, ne serait-ce que celle où je vais partir vivre dans les montagnes, où là, je vais de nouveau me recueillir sur tout ça et comprendre encore d'autres choses. C'est tout un chemin. L'Atlas marocain, les montagnes. Ouais, ouais, l'Atlas marocain. Puis... c'est tout un chemin. Alors, je vais en comprendre un certain nombre de choses. Et je vais notamment comprendre qu'aujourd'hui, c'est un rappel aux personnes qui sont proches, et pas forcément toujours la famille, mais on va dire les plus proches de ceux qui sont victimes et qui ne peuvent plus parler parce qu'ils sont morts, eh bien, quelque part, comment dire, les victimes, c'est eux. C'est pas con de le rappeler. Les victimes, c'est eux. Oui, parce qu'on se met souvent dans la peau de la victime. Eh bien, oui, ou dans la peau de la victime, ou assimilé à ceux qui sont proches. Et tout ça, c'est de l'imaginaire qu'on ignore comme imaginaire. Et avec ça, on croit qu'on va fabriquer du réel, on va fabriquer de la justice. On ne peut pas fabriquer de la justice. Pas du tout. Avec de la haine, on ne peut pas fabriquer de la justice. Ça, je l'ai compris. La justice, c'est quelque chose qui peut être important, qui peut être une valeur. D'accord? Donc, avec la haine, on ne peut pas fabriquer de la justice. Et pourtant, certains, il y avait qu'à voir il n'y a pas longtemps avec l'avocat d'Abdelkader Mera, on lui laissait presque pas de place. Enfin, toute l'opinion publique représentée par les parties civiles qu'il y avait dans ce procès laissait presque pas de place à sa parole. Et il a fallu qu'il défende un truc qui est la base dans une certaine idée que j'ai de la démocratie, à savoir qu'il défende son client. Point barre. Et le seul fait d'avoir dit que la mère d'Abdelkader, qui est la même que celle de Mohamed Merah, cette femme, elle était aussi leur mère, d'avoir rappelé qu'elle était mère. Mais rien que ça a fait un tollé. Il aurait fallu qu'il se justifie, il aurait fallu qu'il dise oui, mais vous inquiétez pas, vous les parents des parties civiles, vous aussi vous êtes mère. Enfin, un truc d'enfer, alors qu'il n'y a pas du tout à se justifier. Et on l'a amené sur le terrain de la justification. J'avais mal pour lui. Et j'avais mal pour eux d'une autre façon.
Parce que eux, ils manifestaient vraiment une énorme ignorance. Aux manettes de leur ignorance, c'était la haine. Oui, parce que là, quelque part, c'est un bouc émissaire. Tout à fait. On veut faire payer quelqu'un pour Oui. quelque chose. Oui, et voilà. on veut qu'ils prennent le maximum. Alors, entendons-nous quand même. Quand je pense à qui prennent le maximum, je repense à Patrick Thomas, où deux curtons se sont pointés quand il était en préventive. Il n'était pas encore jugé. Des curtons, c'est des curés. Des curés. Oui, d'accord. Ils se sont pointés, pardon l'expression, mais c'est vraiment tout un monde comme ça que j'aime pas du tout. Cela dit, il y en a un qui s'est pointé. Vous allez voir l'astuce. Le gars, il a recueilli de Patrick Thomas, alors qu'il n'était pas jugé. Il a recueilli à la confesse. À la confesse, je dis bien. C'est un mec qui est venu me chercher. J'étais invité dans une émission de télé à l'époque. Il est venu me tirer la manche, le curé, en me disant, j'ai eu en confession, entendez bien, secret quand même. Oui, évidemment. J'ai eu en confession les aveux de Patrick Thomas. Je lui demandais rien. Texto, il vient vous le dire. Il vient me le dire sans que je demande rien. Vous voyez, ça en dit long, quoi. Hein, je crois qu'il est tenu par la loi quand même d'avertir la justice quand on confesse. Possiblement, mais à tous les coups, c'est vraiment pas ce qu'il a fait, celui-là, comme plein d'autres. Je ne sais pas comment ils peuvent être tenus par la loi, ceux-là. C'est pour ça que je les appelle les J'ai entendu dire ça. Hein, que non, je suis d'accord avec vous. Ils n'avaient pas le droit de le garder pour eux. Je suis d'accord avec vous quand il y a un truc grave, y compris un psy. Ah ouais. Y compris un psy. Vous avez le secret professionnel. Tout à fait, qui a ses limites. Il y a un texte de loi qui limite cette notion-là. Si on pense qu'il peut y avoir un danger, et là, forcément, le professionnel, il doit à un moment donné faire quelque chose. D'accord. Donc là, en l'occurrence, le gars venait me dire ça. Mais ça, j'apprenais aussi que Patrick Thomas, les matons de la prison lui servaient le beefsteak, des fois à même le sol, que parfois il avait pris des coups de rasoir, en veux-tu, en voilà. Ils s'appellent les pointeurs quand ils sont en prison. D'accord ? Oui. Donc, on est quelque part, et là-dedans, vous avez X parties civiles, que ce soit la mère de Maëlys et plein d'autres avant elle, qui à un moment donné vont trouver tout à fait légitime que des personnes comme, par exemple, Patrick Thomas, passent toute leur vie en prison, toute leur vie à se faire sodomiser, il faut appeler un chat, violer. C'est ce qui s'est passé avec Patrick Dills, qui avait fait 15 années de prison, et il était innocent, mais pendant 15 ans, il n'a pas arrêté d'être violé. Oh là, J'ai eu son témoignage. Lui, c'était une erreur judiciaire. Oui, c'est une erreur judiciaire. Au bout de 15 années, il est sorti de tôle, ils se sont rendus compte que c'était une erreur judiciaire. Eh bien, il n'a pas arrêté d'être violé en prison. Et alors, moi, je veux bien, mais c'est quand j'entends ça, je dis ça suffit. Aujourd'hui, je dis ça suffit. À qui je m'adresse ? À tous ces prétendus proches de victimes. Identifiés plus ou moins à la victime. La victime, je vais leur rappeler, elle est morte. Elle n'existe plus. Point barre. Que ça nous ait affecté, que ça nous affecte de différentes façons, complètement d'accord. Et bien à ce moment-là, il s'agit peut-être à un moment donné de chercher à sortir de la souffrance en se faisant aider. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, c'est ce chemin-là que j'ai pris, et c'est ce chemin-là qui m'a donné aujourd'hui une conscience qui ne me rend pas héroïque sur les bords, pas du tout. Mais qui vous permet de vivre. Mais qui me permet de vivre et d'autre d'honorer le vivant, d'honorer une mémoire vivante. Et la mémoire vivante, c'est à la limite, si je prenais comme métaphore la phrase, les paroles de la mère de Maëlys, qu'elle dit c'est un ange, alors je ne sais pas ce que son ange lui inspire. Mais si moi je prenais ça comme une métaphore et je dis mon fils est un ange, moi ce qui m'inspire, papa, essaye de te démerder pour que demain il y ait moins de morts. Voilà ce qui m'inspire. Au nom de quoi ? Pas au nom de la mort, au nom de la vie. Pas au nom de la haine, au nom de la vie. Voilà ce qui m'inspire. Et c'est à tous ces gens-là, je leur dis, mollo les basses. Ça suffit parce que vous êtes un véritable écran de fumée de l'imaginaire et du fantasme qui ne permet pas aujourd'hui d'avancer sur le terrain préventif. Alors, pour qu'il y ait moins de morts, ce que le commun des mortels dans mon genre se dit, c'est qu'il faut tous les enfermer, justement, les coupables, présumés coupables. Les présumés, les pas présumés, et puis 15 ans pour Dills, etc. Non. D'abord, il n'y a rien de compliqué. Il s'agit d'abord de chercher à comprendre comment les gens en arrivent là. Il s'agit ensuite de comprendre, quand on a pigé comment ils en arrivent là, de comprendre que ça, c'est quelque chose de central et non pas de satellite. C'est complètement central, non pas contingent, c'est central. C'est-à-dire les déterminants qui fait qu'on en arrive là. Pas à la façon de Nicolas Sarkozy, Nicolas Ier, j'ai envie de l'appeler. Quand Anthony nous fait un charmant discours en nous disant que dès 3 ans, on peut à la limite repérer un meurtrier. Là, c'est de la démagogie.
En revanche, je dirais que dès 3 ans, et même avant, on peut repérer les souffrances du petit homme. Ces souffrances, pas s'il deviendra meurtrier, c'est pas ça le plus important. Et si d'aventure on peut intervenir pour l'aider, le petit, dans ses souffrances, alors il aura moins de chances, pas seulement de tuer, mais peut-être de se suicider et peut-être d'avoir une vie archi pourrie. Voilà ce que. Donc là, on est en amont. Oui, il y a des signes. Mais bien sûr, ouais. bien sûr. Mais simplement, il y a des sourdingues. Et je l'ai dit, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais là, on est sur le versant préventif. D'accord? Il y a des sourdingues, il y a une surdité incroyable. Des gens qui ne peuvent pas entendre ce que je suis en train de dire et qui me paraît quand même assez simple. À partir du moment où on sait qu'il y a des déterminants, à partir du moment où on sait que Marc Dutroux, d'accord? Oui. Marc Dutroux, à 4 ans, à 3 ans, il était suspendu par ses parents, il faisait un jeu avec son corps, il le suspendait dans le vide, il jouait à ça avec lui, et pas qu'à ça, il y avait tout un tas de jeux sexuels, Marc Dutroux, d'accord? Donc c'est une grosse affaire de pédophilie pour ceux qui... Oui, c'est ça, voilà. C'est celui, pas seulement, qui a enterré un de ses comparses vivants. Oui, qui a laissé emmurer 2 jeunes filles qui étaient in extremis. On a cassé des cloisons pour les sortir vivantes, mais in extremis. Et plus X morts. Voilà. Marc Dutroux, ça, avec tout un tas de jeux sexuels en Belgique, etc. Donc, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques échanges. Ah oui, c'est le prototype du monstre. C'est ça, Marc Dutroux, Michel Fourniret, j'en passe, et des meilleurs. Mais aussi, on a eu à une époque Christian Van Geloven, avec lequel j'ai eu une correspondance. On parle beaucoup d'Émile Louis aussi ces derniers temps. On a parlé effectivement de ces gens-là. Donc, ils ont pour dénominateur commun d'avoir une vie d'enfant que je ne souhaite à personne. Et elle fait partie des déterminants majeurs de ce qui arrivera plus tard. Des déterminants majeurs. Encore une fois, je le rappelle, des déterminants en amènent certains à violer, d'autres à tuer, d'autres les deux, mais en amènent beaucoup, et cela on en parle moins, à se foutre en l'air. Les mêmes déterminants. Et d'autres à somatiser en veux-tu. Oui, parce que là, on voit donc les tueurs en série, appelons-les par leur nom. Mais ce que vous dites, c'est que pour un tueur en série, il y en a 50 qui se suicident, en fait. Oui, ce serait ça. Je n'ai pas de statistiques, ouais, non, mais c'est évident que le nombre de suicidés, on n'en parlera pas, de gens qui ont vécu l'horreur et qui, à un moment donné, vont attenter à leur propre vie, mais c'est énorme. Et on n'en parlera pas de cela. Ça passera à l'as. Et ils n'ont pas tous laissé la belle lettre, la jolie lettre, très explicative, etc. Et il n'empêche qu'il y en a certains qui sont pris là-dedans. Et bien entendu. Pour dire la vérité, on s'en fout un peu. Enfin, le grand public, tout à fait, on les laisse mourir, on les oublie, ils se sont suicidés, basta. On ne va pas chercher midi à 14h non plus, comme on dit. Voilà. On s'intéresse beaucoup plus à un criminel, quelqu'un qui passe. Franchit le pas, quoi, Non, c'est pas, on s'y intéresse pas du tout. Je suis désolé, on s'y intéresse pas. Mais on parle de quoi? On parle de la représentation que nous avons des actes. On parle de notre imaginaire, on parle de nos fantasmes. Et quand il n'y en a pas suffisamment de criminels, désolé de le dire, mais je le rappelle encore, on va voir des films d'horreur, on va voir des films qui tuent, on va voir des séries, on va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on va voir quand on va voir ça? Eh bien, on va faire toutes nos sensations, j'allais presque dire les notes de sensations criminelles, on va les émousser. D'accord. On n'a pas besoin des criminels, on a ce qu'il faut en nous. On a tous des pulsions quelque part. Mais bien sûr, et puis il y a besoin d'être nourri, et puis il y a de la fascination, et puis il y a tout ça qui agit. Mais ça, on n'en parle pas. Le citoyen lambda, il est pris la plupart du temps, il est éduqué comme un robot de société, et il est aux prises avec des choses incroyables, mais il faut qu'il y ait des criminels, comme ça on peut projeter sur eux toutes ces choses-là. Donc la vindicte populaire, c'est aussi une autre façon de projeter. Bien sûr. Voilà. Si je veux absolument que celui-là soit condamné à mort, c'est quelque part le monstre qui est en moi que je veux condamner, quoi. Alors, c'est-à-dire que c'est l'insupportable de soi, mais on n'est pas conscient. Rappelez-vous les émissions qu'on a pu faire ensemble, mais les gens ne sont pas du tout conscients. C'est un long chemin pour comprendre ces choses-là. Si on veut pas être juste du pipi de chat ou sur les bords, si on veut le piger, c'est un long chemin. Et on fait pas l'économie d'aller voir à l'intérieur de soi. J'ai pas fait l'économie de rediscuter avec mon propre adolescent, mon adolescent, si vous voulez, ou le petit gamin que j'étais. J'ai pas fait cette économie-là. C'est aussi ça qui me rend toujours sensible. Mais ma sensibilité, j'allais dire aujourd'hui, elle n'est pas menaçante. Simplement, elle me permet de détecter un certain nombre de choses. D'accord. Faut quand même bien comprendre que quand on est un humain lambda et qu'on voit ces histoires-là, ça nous choque forcément.
quand on touche à la vie d'un enfant, qu'on le massacre. Donc c'est sûr qu'on n'est pas la victime. Mais Alors c'est que sûr ça qu'on nous a une change. réaction, on a quelque chose, et on se dit, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Ce bonhomme, ce tueur ne peut pas recommencer, ne peut pas continuer, faut l'enfermer. On se dit toutes sortes de choses, Oui. et y compris énormément de conneries. Oui. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, Mmh. c'est que quand on a commencé, et c'est ça, je vous dis, là, on revient sur ce terrain préventif. Il faut un fond, c'est-à-dire qu'on a le paradigme, on a la vision du monde qu'on a au niveau collectif. Et la vision du monde collectif, elle est marquée du sceau de la vendetta. Voilà de quoi elle est marquée, avec la haine, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Moi, je sors de la cour d'assises, on vient de condamner celui qui a tué mon fils. J'ai toute une ribambelle de journalistes avec les micros de partout. Ça, c'était très violent. Mmh. Mais moi, qu'est-ce qui me vient? Mais ce n'est pas le sort de celui qu'on vient de condamner, ce qui me vient. C'est qu'une fois qu'on a passé la cour d'assises, qu'est-ce qui reste? Mais il vous reste à vivre avec une blessure, celle de la perte de votre fils. Un grand vide, quoi. Mmh. Voilà. Et ça ne me donne pas envie d'aller en tuer d'autres ou d'en faire tuer d'autres via la loi. Pas du tout. Et aucun jugement ne pourra vous le rendre, de toute façon. Aucun jugement, rien ne pourra le rendre. Et la plupart ne sont pas conscients de ça. Alors moi qui l'ai vécu, je le redis, c'est complètement faux. Ça fait partie de tout un imaginaire. Je vous dis qu'il ne reste, pour ceux qui ont subi quelque chose ou été terrifiés par la perte, ne serait-ce que d'un enfant, ce qui leur reste, c'est la haine. Mais la haine, elle vient nous parler de leur désespoir. Bon, alors soit effectivement, pour beaucoup, ils vont rester là-dedans et leur vie va être pourrie, y compris les couples qui partent en sucette. Ben oui, machin. Il y a toutes sortes de choses qui vont se tellement passer. violent. Mmh. Voilà. Mais c'est pas en tuant d'autres, c'est pas la perpète, c'est pas rétablir la peine de mort, c'est pas ça du tout. Les jeux sont faits, la personne est morte. Non. En revanche, d'aller piger ce qui se passe vraiment pour ceux qui peuvent à un moment donné, un jour, commettre, alors là, ça nous amène sur un tout autre chemin. Mais tout autre chemin. Ça n'a plus rien à voir. Donc, il s'agit d'arrêter de légitimer la vengeance et en permanence de la justifier, parce que oui, c'est quand même terrible, il faut, mais non. Non, bouffez-le ce qui vous est terrible. Ça, c'est le meilleur pari. Mais arrêtons de croire que c'est en changeant des formes de loi, la perpète réelle, ces machins-là, ce n'est que de la haine. Et c'est de la haine, et ça évite d'aller voir en amont, à savoir comment ils en sont arrivés là. Il y a beaucoup de gens qui ne pourraient pas entendre l'histoire de vie de Willy Van Coppernol, de Christian Van Geloven, de Michel Fourniret, de Marc Dutroux, ils ne pourraient pas en entendre le tiers. Mmh. Ils ne pourraient pas le supporter. Ce sont des histoires difficiles, c'est ça que vous voulez Mais dire. c'est plus que difficile, c'est l'horreur. C'est des gens qui ont vécu l'horreur. Ils ont reproduit l'horreur qu'ils ont vécue. Oui, que ça fasse chier beaucoup de monde qui confondent comprendre et excuser. Mmh. Ça, je peux le piger, moi. Ça les fait chier. Mais il n'empêche que c'est vrai. La question qu'on se pose, c'est l'ont-ils revécu consciemment, reproduit consciemment? Mais pas du tout. Ça les Mais dépasse, pas du en tout. fait. Je vous Ils donnais sont- l'autre jour ouais, l'exemple de Sébastien. Pas du tout. Ce gamin qui, 20 ans plus tard, que j'ai accompagné sur le plan psychologique et éducatif, et qui, 20 ans plus tard, me cherche et voudrait me parler des pulsions sexuelles Il qui faut risquent de lui rappeler, faire voilà, passer à l'acte il sur faut sa rappeler à gamine. nos auditeurs, hein, c'est donc Voilà. un enfant, hein, quand il est enfant, qui est victime d'attouchement. De c'est ses ça parents, De non, ses pas parents. d'attouchement, non, pédophilie, tout, la D'accord. totale, réseau Ouais. pédophile, les parents font des partous, ils demandent aux frères et à la sœur d'avoir des relations sexuelles entre eux, enfin, tout un truc qui va être terrible, qui va faire l'objet je crois, d'une cour d'assises à Nancy. Nous, on va les accompagner, nous, c'est mon chef de service et moi-même, dans les années 93, un truc comme ça, 94. Vous accompagnez les enfants. Hein. Oui, pour que les parents vont être jugés. C'est des peines de prison qui vont de 20 ans à 10 ans. Il y a 5 personnes dans le banc des accusés. Enfin, c'est un truc très grave qui s'est passé. Et l'enfant, le garçon, hein, donc il grandit. victime, grandit et il cherche en 2012, un moment à vous retrouver parce qu'il sent que lui-même c'est ça. est pris de Et il est pulsion. pris là-dedans. Il a un gamin, il est devenu papa et il est pris là-dedans. Et voilà. Est-ce que le psychanalyste que vous êtes arrive à expliquer comment ça se fait qu'on essaie de reproduire cet enfant-là? Comment se Ce que je suis en fait-il train de vous dire, qu'adultes ce que je suis en train de vous dire d'abord. reproduisent, Alors, ce n'est ressentent des pas dans l'ordre de pulsions? l'explicatif. C'est d'abord. bizarre, oui, d'accord. D'abord, c'est C'est pas vrai dans que- l'ordre de l'explicatif. Certainement pas. En revanche, la clinique, c'est quoi? Faut quand même le dire, c'est des gens qui se savent, ce qui n'est pas le cas de beaucoup, j'allais dire malheureusement, mais là, on partirait sur un autre sujet. Non, c'est des gens qui se savent en souffrance. Et qui peuvent commettre des passages à l'acte. Ils viennent voir le psy pour essayer de sortir de ce merdier-là et, si possible, trouver le chemin d'un mieux-être, pas d'un bien-être, d'un mieux-être. D'aller mieux, quoi. D'aller mieux. C'est tout à fait légitime. Et sans qu'ils ont besoin de se faire aider. Alors moi, je vais rencontrer toutes sortes de personnes, mais des passages à l'acte de toute nature. Mais c'est en permanence.
J'ai fait ça, je ne savais pas ce que je faisais. C'est pas forcément tuer, je vous le disais l'autre jour, ça peut être un mariage. Je donnais plein d'exemples. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont en nous, qui ont été refoulées parce que beaucoup trop douloureuses. Le phénomène de refoulement, alors si je pouvais l'expliquer, ce serait de cette nature-là. Phénomène de refoulement beaucoup trop douloureux. Parfois, ça peut être le clivage. Quand vous entendez, l'autre jour, qui c'est que j'entendais, qui disait, c'était comme un autre en moi qui agissait. Mais je suis complètement d'accord avec lui. C'est exactement de ça dont il s'agit. Un dédoublement. Un dédoublement. Quand il s'agit de Patrick Thomas, mais c'est du même ordre. C'est-à-dire qu'on va lui demander de se justifier, d'expliquer, mais il ne peut rien expliquer. Patrick Thomas, c'est celui qui a tué François, mon fils, et qui l'a violé. Mais il ne peut rien expliquer. Ce qu'il peut savoir, c'est que c'est lui qui a fait ça. Ça, il peut le savoir. Hein? Ce que certains qui sont un peu plus délirants, peut-être ne peuvent ne pas savoir. Mais ça, il peut le savoir. Mais comment il en est venu là, il n'en sait rien. Alors, on parlait aussi de voir rouge, de passer à l'acte. Mais dans les cas comme Nordal-Lelandais, on s'aperçoit quand même qu'apparemment, il a préparé son truc. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais on ne me fera pas dire des choses que je trouve archi fausses. Nordal-Lelandais, d'abord, numéro 1, je ne l'ai pas rencontré. D'abord. C'est une personne, il s'appelle Nordal et Lelandais. Ouais. Voilà. Je sais qu'il existe quelque part, comme moi, je m'appelle Jean-Jacques Gérard. Il y a un autre qui s'appelle Nordal-Lelandais. Ouais. Donc, sur lesquels on projette toutes sortes de choses et on va justifier les projections. Ça suffit. Ouais. Ça, c'est violent. Puisque je voulais parler des violences du victimaire. Ça, c'est violent. Ça suffit. Ça suffit. Et si d'aventure vous avez un peu de respect pour la mémoire de ceux qui sont partis, arrêtez vos conneries. Allez vous faire soigner. Oui, c'est-à-dire arrêtez nos conneries. Arrêtez vos conneries de projeter toutes sortes de choses. On n'a pas besoin de ça. Ça suffit. Jusqu'à la cour d'assises où on interdirait à des avocats de la défense, comme l'autre fois avec Abdelkader Mera, de parler, de défendre, voilà, de prendre l'image de la mère. Même pas de dire la mère d'Abdelkader, Abdelkader, cette femme, c'est sa mère, et c'est une mère comme d'autres mères. Mais c'est impossible à entendre pour les autres. Mais c'est ça, c'est à ceux-là que je dis ça suffit. Vous avez quelque chose qui ne va pas, vous souffrez, tout ça, je peux le comprendre. Mais elle va vous trouver le chemin d'essayer de mieux ou de trouver un chemin pour régler vos souffrances. Mais pas en les projetant sur la scène publique, ça suffit, ça. Ça suffit. Il y a un moment donné, il y a un peu de je ne sais quoi. En tout cas, un peu de dignité. Ça veut dire quand même qu'il faut essayer petit à petit de sortir de œil pour œil, dent pour dent, parce que c'est pas essayer de sortir. On pourra malheureusement, mais c'est évidemment c'est de ça dont il est question. On peut le dire aussi autrement. Moi, je dis pas essayer. Je suis pas dans il faut, il y a qu'à, tu dois, il suffit de. Oui. C'est pas moi. Moi, oui, je vous le dis. Ok, ouais. Mais vous pouvez me dire tant que vous voulez. Je sais que ça marche pas. Ouais. C'est la même chose que les poncifs du développement soi-disant personnel. Voilà, il suffit d'œil, il y a qu'à. C'est super pour culpabiliser. C'est de la belle morale, y compris laïque. Mais avec moi, ça marche pas du tout. Mais la plupart de mes patients, ils en ont ras-le-bol de sortir du concept œil pour œil, dent pour dent. Ça, on n'en sort pas comme ça. On n'en sort pas comme ça. Moi, je ne peux que amener mon témoignage. Et mon témoignage, c'est celui de quelqu'un qui a fait le chemin et qui a compris, parce qu'effectivement, il a eu lui-même des blessures de la maltraitance. Il les a vécues et c'est pertinemment qu'au moment de l'adolescence, il y a des choses où c'était quand même assez flou. Bibi, qui est en face de vous, le psychanalyste, victimologue, clinicien, il a vécu des choses de cette nature-là, de la même nature que ces personnes. C'est pas pour le justifier, pas du tout. Mais c'est à ce moment-là on commence à piger de l'intérieur. Et c'est complètement autre chose. Mais si j'ai pigé de l'intérieur, c'est bien entendu, parce que ça a produit en moi des souffrances, mais que mes souffrances, à un moment donné, je me suis dit, il est temps que j'aille faire quelque chose pour moi. Et je me suis fait aider, non pas par des gens qui m'ont dit, il suffit de, il y a qu'à, faut qu'on, surtout pas. Cela, c'est certainement pas mes potes. D'accord. Parce qu'avec ça, on produit de nouveau, on reproduit de la morale, on continue la morale, ce n'est que de la morale, et ça ne mène nulle part. Donc, c'est peut-être un conseil, donc. Faites-vous aider si... Même pas, aucun conseil. Non, mais quand simplement, même. Non, aucun conseil. Moi, je porte juste un témoignage. Et j'espère que pas à pas, un jour, peut-être, via un documentaire, via un film, j'arriverai à mieux sensibiliser le public. Pourquoi pas, après tout. Ce sera mon grain de sel. Mais certainement pas avec le conseil. Certainement. D'accord. Ça ne vous a quand même pas empêché. Moi, je viens juste témoigner de la souffrance. Ça vous a pas empêché de faire des propositions pour la. C'est pas violences, des conseils. C'est pas des conseils. Non, attendez, vous ne gourrez pas. Si vous lisez bien, c'est pas des conseils. C'est propositions. Attendez, vous voulez m'amener tout le temps, mais alors que c'est pas aussi direct que ça. C'est quelqu'un qui fait un bout de chemin et qui comprend d'où ça vient.
et qui dit à un moment donné, ce serait bien que vous puissiez, je puisse avoir un groupe de travail et de réflexion pour pouvoir justement aller progressivement du côté factuel des propositions, mais progressivement. On ne fera pas l'économie d'un changement de mentalité. J'ai toujours dit ça. Les mentalités, elles sont comme elles sont et elles sont piégées par les morales que vous évoquez. Les mentalités, elles en ont plein, qu'elles soient laïques. Je l'ai bien vu moi-même, ayant vécu 8 années dans les montagnes. Quand je reviens, ce politiquement correct, qui pour moi était d'une grande violence, dans le langage, il est là en permanence avec des islamophobies, d'en veux-tu, en voilà, c'est de la connerie en barre, mais incroyable. Vous voyez, mais à un moment donné, comment faire comprendre? Moi, j'ai passé 8 années dans le monde arabe, mais la plupart de mes compatriotes, pas du tout. Eux, c'est les clichés qui les intéressent. Et moi, oui, vous faites le parallèle également avec l'islamophobie. C'est-à-dire que quand non, vous faites le parallèle avec l'islamophobie, c'est-à-dire tous nos clichés, quoi. C'est ces espèces de peurs irrationnelles qui nous font faire. Oui, mais en même temps, vous voyez bien dans l'usage, ce mot-là, il est. On dirait il a peur de l'islam, ça devient l'islamophobie. Pourquoi pas? Mais à l'usage, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui a peur de soi-disant l'islam, j'ai bien soi-disant, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais quelqu'un qui a peur, on va le condamner. Mais on est dans la folie ou quoi? On n'a même pas le droit. Mais qui véhicule l'islam? Vous croyez que c'est des anthropologues de l'islam? Mais pas du tout. La plupart qui véhiculent l'islam sont des ignorants. Et il y a de quoi avoir peur. Et on va culpabiliser les gens d'avoir peur. Vous voyez? D'accord. Je comprends. Oui. Du coup, on est à l'envers complètement. Et on est complètement à l'envers. D'accord. Et moi, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des trucs chouettes dans l'islam. Pas du tout. Pas du tout. J'en ai trouvé des trucs très chouettes. Mais on est loin de par l'éducation. On est loin de l'éducation que reçoivent le monde arabe, et où la question de la personne, dans le sens de notre civilisation occidentale à nous, est une question tout à fait importante. D'autres diraient la question du sujet. Elles sont tout à fait, mais pas dans le monde arabe. Donc c'est la grande nébuleuse. Ben, la grande nébuleuse, il y a de quoi avoir les jetons. Et ça ne met pas en cause l'islam en tant que tel. Qui veut dire, vous voyez, c'est pareil, on le mot djihad. Tout le monde en entend parler. Mais si moi je vous dis djihad naisse, personne ne sait ce que c'est. Et pourtant, c'est une autre qualité du djihad. D'accord. Ça s'appelle le djihad intérieur. Ça s'appelle la révolution intérieure. Et ça, le prophète en parlait, Mohammed. Et les autres, ils vont sur le machin qui est la guerre. Oui. Puis il revient du djihad, il a fait du djihad. Le terrorisme surtout. Le terrorisme, etc. Mais attendez, mais encore une il y a bien autre chose dans l'islam. Encore une fois, ce sont nos peurs, là, mais qui bravo. nous dirigent. Tout à fait d'accord. C'est la même chose avec les criminels. Quoi. C'est le dénominateur commun, c'est les peurs qui sont manettes. Merci de l'avoir dit. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, c'est générateur de peur. On projette nos peurs et on légitime nos peurs. Mais du coup, on ne se rend plus compte de ce qu'on est en train de faire. Donc, on est devenu complètement inconscient. Alors, en même temps, quand on voit le déroulement des choses, quelque part, on les entretient, on les nourrit, ces peurs. Bravo. C'est ça un peu, non? Mais tout à fait. Par rapport à, je pense à non, mais moi, je dis bravo parce que vos déductions, elles sont pile. Je pourrais pas c'est dire par rapport mieux. à ce que vous dites. Hein, mais vous avez très bien déduit. Très bien déduit. Mais le mot peur me venait pas, mais il est au carrefour. Ouais, c'est ça. Non, il est au carrefour. C'est l'homophobie qui m'a fait tout d'un coup. Tout à fait. C'est au carrefour. C'est ça. C'est au carrefour. On peut même plus. Vous voyez, c'est complètement. Je vais vous dire un truc qui m'est venu. J'en parlais hier. Un truc tout simple. À un moment donné, on a fait comment il s'appelle? Zemmour, Éric Zemmour. Oui. On a fait avec Zemmour. Alors c'est devenu le mec droite, machin. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Un jour, j'ai fait un texte dans lequel je faisais un éloge de la discrimination. Parce que discrimination, d'accord, j'avais cru comprendre, on me pardonnera, que ça voulait dire discerner. Donc, ça parle du discernement. Ça veut dire séparer. Discriminer, c'est un équivalent de discerner. Donc, il faudrait ne plus discerner. Moi, je ne parle pas de discerner au sens de il est arabe, il n'aura pas le boulot, je le donnerai à un Français. Je ne parlais pas de ça. Je parlais que le mot discrimination lui-même, et c'était un mot, à la limite, qui devenait imprononçable dans le nouveau politiquement correct. Et j'ai fait ce texte-là, je l'ai envoyé à Zemmour, non pas pour lui dire je suis un inconditionnel de ce que vous dites, pas du tout, mais de lui dire effectivement que je suis d'accord avec lui à cet endroit-là. À cet endroit-là, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire le politiquement convenable, à un moment donné, tout doit être tamisé, y compris, c'est du même ordre que l'islamophobie. On le voit très bien dans les émissions de télé, des fois, quand quelqu'un essaie de prendre la parole et de dire certains mots. J'avais pris l'exemple de ce jeune qui avait voulu tuer Chirac
Ouais. qui expliquait, qui a fait un bouquin, il est sorti de prison et Ouais. qui était dans des crépuscules néo-nazis, et il explique comment il est entré là-dedans. Et Ouais. dans une émission avec Ardisson, justement, où il essayait d'expliquer, il a pas pu dire 2 mots. Dès qu'il a dit qu'il était néo-nazi, on lui a dit « Ah, ne parlez plus, je veux pas l'entendre, je sais Voilà, pas ce que tout à c'est. fait. » Alors que ce jeune avait un message extraordinaire Tout à fait. à délivrer, c'était Tout à de fait. dire « Voilà ce qui m'a amené à faire ça. Voilà. Et aujourd'hui, je le regrette. » Voilà, le Mais mec, on ne il le avait laissait fait pas du parler. chemin, Ouais. il commençait à mieux piger ce qui lui était arrivé. Ah oui, parce qu'il voulait servir d'exemple à des parents, parce que Oui. pour lui, ça venait de ses parents, qu'ils avaient de l'argent et tout ça, mais s'occupaient pas de lui. Donc, il était tout seul face à ses Ouais. ordi, face à ses Il y conneries. a tout un tas de Voilà. choses qui sont. Et Ouais. c'est vrai que ça m'a frustré. Je me suis dit, regardez ce jeune qui essaye, bon, qui a fait C'est sa violent, rédemption, qui a c'est fait sa violent. rédemption quelque part, qui a compris ça, Oui, un ce qu'il avait chemin fait. rédempteur, pourquoi Et, pas. Mais c'est violent. et qui essaie de le partager. On ne veut pas le laisser parler parce que C'est violent. on lui a collé cette étiquette Tout à à fait. vie. Tout à fait. Donc, on est un petit peu dans la même chose avec nos. D'une certaine façon, oui. Nos victimaires, D'une certaine là. façon, oui. Alors, effectivement, moi, je suis un sujet en tant que personne un peu tabou, parce qu'il se trouve que, d'une, j'ai vécu ça. 2, j'ai vécu la clinique des adolescents. 3, j'ai approfondi ma clinique, puisqu'aujourd'hui, je travaille avec des personnes victimes, et même qui pourraient être auteurs, parce que les auteurs, ceux qu'on appelle les auteurs, c'est les victimes, quelque part. Donc, et on s'est dit, mais merde, ce mec, il a vécu tout ça, et maintenant, il parle comme ça. Et c'est vrai que j'ai bien conscience de prendre à contre-pied. Ah bah oui, on est complètement à l'envers. Complètement à prendre à contre-pied. Et la question pour moi, à un moment donné, c'est ce dont je suis en train de parler. Est-ce qu'il y en a au moins quelques-uns qui peuvent l'entendre? Et alors, j'avais pris des notes, là, je disais, mais par-dessus le marché, c'est moi qui devrais me justifier du seul fait que je suis sur ce thème-là, archi minoritaire. Mais j'ai pas du tout à me justifier. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais mis plutôt en retrait. Parce que c'est énorme, cette violence collective. Parlons de la violence collective. Je vous assure que quand j'ai accompagné Mimoun Skissi aux assises de Valence où on jugeait Willy Van Copernol pour avoir tué le petit Abdel 9 ans, eh bien, il y a un moment donné, je vous jure, l'air était irrespirable. Il y avait plein de monde dans la salle d'assises, une haine incommensurable. Ah oui, ça se sentait directement. Oui. Bah oui. Et j'ai juste à un moment donné, un journaliste m'a interpellé, je me rappellerai toujours. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, monsieur Gérard? Bah oui. Je lui ai dit, écoutez, j'ai une chose simple à vous dire. Le prophète Mohammed, il n'a jamais parlé de vengeance, mais il a parlé de justice. C'est pas la même chose. Point. C'est vrai que là, on est dans la limite, à la frontière, quoi, entre la vengeance. C'est pas la même chose. Ou la lapidation, parce que on peut aller jusque-là. Mais vous avez raison. Quand on voit cette haine, cette vindicte vous avez raison. populaire, les gens disent il faut le tuer, il faut le condamner à mort, il faut le mettre en prison à vie. C'est un peu la chasse aux sorcières. Ouais. J'ai jamais souhaité ça à celui qui aurait pu être mon pire ennemi, c'est-à-dire celui qui a tué mon fils. Et celui qui a tué mon fils, il est depuis. On est en 2019. Que si je dis pas de conneries, ça doit faire une vingtaine d'années. Qu'il est libéré. Il n'a pas été condamné à perpétuité ou... Non. Non. Coup et blessure volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ah, d'accord. D'accord. Viol aggravé et coup et blessure, les deux chefs d'accusation. Et donc, il avait fait 4 années de préventive. Il a pris 16 années, moins 4. Et comme il n'y avait pas de peine de sûreté, on peut penser que 8 ans après la cour d'assises, il est sorti. C'était en 1998. Je n'ai aucun état d'âme par rapport à ça. Ça ne m'appartient pas. Point barre. C'est vrai qu'on l'entend souvent dans les clichés, on va revenir, que ils font jamais la perpétuité, c'est même pas la peine, parce que au bout de la moitié de la peine, ils vont sortir, que ça sert à rien de les juger, que c'est scandaleux. Vous avez un point de vue là-dessus aussi, j'imagine. Si d'aventure, en amont, on se penchait un peu plus, un peu mieux, et c'est une autre réflexion clinique sur comment on en arrive là, alors je pense que les états d'esprit seraient peut-être un peu moins chauds. C'est la clé de voûte de tout le reste. Comment on en arrive là? Le fameux comprendre comment on en arrive là. Mais ce n'est pas en 30 secondes, 2/10 du style produit de société ultra rapide. On n'est pas là-dedans. Comment on arrive là? Et une fois qu'on a vraiment compris comment on en arrive là, alors ça ne veut pas dire que les uns et les autres, ça va enlever la haine. Même certains, ils ne peuvent même pas l'entendre à minima, ça. La haine est tellement forte. Mais moi, je me donne le droit de dire, j'ai compris comment on en arrive là. À partir de là, ça va amener, à un moment donné, effectivement, des propositions sur le terrain des préventions.
à un moment donné. Et c'est la raison pour laquelle j'étais à l'Élysée pour demander, parce que c'était pas du tout logique ni légitime que ce soit moi, Jean-Jacques Girard, du fait que j'ai compris certaines choses, qui en plus va financer la dimension politique de ma proposition. Ça, c'est pas juste. Et ça, l'injuste, c'est pas juste. Le politique, s'il estime que ce que je dis, ça a du sens, alors il me finance mon truc et j'aurai une équipe avec laquelle on va bosser pendant 6 mois et on va sortir un document dans lequel on aura, à partir d'une autre vision du monde qui me vient, là, on va avoir des vraies propositions, mais pas du pipi de chat. Oui. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge là, parce qu'à mon avis, je suis bien d'accord. Il y a du temps, je suis bien d'accord. Couler sous les ponts avant qu'on arrive à écouter ce que vous êtes en train d'essayer de nous dire. En fait, ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'il faut remettre l'humain au milieu de tout ça. Notre humanité, elle est où? Je n'ai pas cessé de le dire. Ça, vous me l'avez rappelé l'autre jour. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est ce que j'ai appelé le processus d'humanisation. Eh oui. Donc c'est ça que je parle. La question qu'on se pose, comment en est-il arrivé là en parlant du criminel? On peut se la poser aussi à soi-même en disant mais comment j'en arrive moi à vouloir la mort de quelqu'un parce que soi-disant oui, mais ceux qui se la poseront, ils ont tout de suite la réponse. La réponse, elle est normalisée par le fait que ce qu'ils ont fait, c'est terrible et que ce sera collectivement reconnu. Puisque demain, si on proposait la perpète réelle, on ne se rend pas compte que c'est pire que la peine de mort. Si on proposait la perpète réelle, on a une majorité en France qui voterait ça, s'il y avait un référendum. Et moi, j'ai toujours ça comme repère à l'esprit. Et donc, du coup, on passerait complètement à côté de tous les dispositifs et toute politique réelle de prévention. Et politique, bien sûr, humanisante. Et pas laxiste. Comme je vous le disais l'autre jour, être coupable, c'est pas à confondre avec être responsable. Et comprendre ne veut pas dire excuser. Et comprendre ne veut pas dire excuser. Ouais, alors du coup, c'est vrai que ça m'a amené à une autre question. Si on ne cherche pas à comprendre et qu'on juge comme ça sur des espèces d'images, de clichés, même de croyances quelque part. Hein, oui, tout à fait. On est dans le schéma de croyance. Nos cours d'assises, c'est de la comédie alors. On joue sur des images, on joue sur des. C'est impressionnant. La plus belle comédie dramatique, c'est toujours la cour d'assises. C'est une vraie comédie. Du reste, je citerai Jacques Vergès, qui avait dans son livre La justice est un jeu d'Hervey 1993, qui parlait de mon attitude. Effectivement, la justice est un jeu, disait-il. Et il dit, mais ça ne doit pas être si simple de comprendre que cet homme-là, sa démarche est une démarche humaine. Simplement humaine. Il avait tout dit. Oui. Serge Danet, dans l'IP, il a fait un papier je m'y suis complètement retrouvé, mais il a dit, mais c'est pas le fait qu'il rencontrait avec la caméra, mais hors cadre judiciaire, puisqu'on n'avait pas l'assassin ou la personne présumée avoir tué son fils. Ce qui est le plus important, c'est pas ce qu'ils se sont dit, c'est le fait que cette rencontre ait pu avoir lieu. Voilà. Et ce que cette rencontre disait d'humanité. Mais j'étais pas là à lui faire des papouilles. Hein. En plus, si j'avais voulu le tuer, aucun problème. Je fais 2 têtes de plus de lui en tout. Mais ça ne serait pas avec la haine si j'avais été nourri par la haine. Oui. Mais ça faisait un carton. J'avais mon fils, on faisait un carton vraiment. Hein. Mais j'étais pas du tout là-dedans. Mais même là, quand vous m'avez raconté cette rencontre avec donc Patrick Thomas, le meurtrier de votre fils, les gens ont écrit quelque part que vous lui pardonniez, quoi. Ah, tout à fait. C'est-à-dire juste le simple fait que vous parliez avec lui. C'était le père a pardonné, et ce qui, pour moi, n'avait aucun sens. On est encore dans un cliché, là. Ah, complètement. Mais vous voyez bien, ça n'arrête pas. Et moi, je parle de la violence des clichés. C'est très violent. Vous imaginez, aujourd'hui, je donne cet exemple, et j'en ai eu 3-4 ces 2 dernières années. Je vais vers une personne qui a perdu sa gamine pour lui, d'une certaine façon, pour partager quelque chose. Le fait de savoir la position que j'ai, qui n'est pas du tout dans la haine, mais je vous dis que ces personnes me mettent à distance. D'accord ? C'est trop difficile pour elles. Là où elles en sont, c'est trop difficile. Ce que je suis, ce que je représente, c'est trop difficile. Elles n'en sont pas là. Ils vont passer, peut-être, ils vont foutre en l'air leur vie, etc., au nom de sa sainteté, leur gamine. D'accord. OK, allez-y. Moi, je ne suis pas là pour vous changer le chemin. Simplement, je suis un être humain qui sait ce que c'est d'être en souffrance de la perte d'un enfant, qui sait qu'est-ce que c'est que les différents traumatismes de la perte d'un enfant. Et donc, du coup, je peux, par empathie, partager avec vous. Mais vous, manifestement, quelqu'un comme moi... On a du mal à l'entendre.
Mais Pourtant, c'est logique, quoi, quelque part, ce que vous essayez de dire, de ouais. regarder ces criminels, entre guillemets, avec un œil humain, quoi. Essayer de Oui, comprendre, oui. pas d'excuser forcément, mais de Mais ni de comprendre. Voilà. condamner. Je suis pas là Mm. pour ça. La question n'est pas là. Si on a compris que ce qui était central, ce sont les souffrances humaines, quelles qu'elles soient. Ce qu'avait mal compris Sarko, mais à mon avis, là, je voyais bien un geste de démago. Mm. Bon, si on a bien compris tout ça, on va mettre en place des dispositifs préventifs, mais à plein de niveaux. Mais en même temps, je ne veux pas aller trop sur ce terrain-là, parce qu'il y en a, d'abord, il y en a plein qui ne me comprendraient pas. Là aussi, là encore. Mais quand vous pensez un truc que la plupart des citoyens lambda ne pourraient même pas imaginer, qu'un éducateur spécialisé, c'est surtout pas une personne qui a fait un travail sur lui-même. Qu'est-ce que vous voulez qu'il entende de ceux qui sont en souffrance? Rien. Que dalle. C'est comme, vous vous souvenez de cet exemple que je vous avais donné, de cet éduc qui avait vécu l'inceste et qui était complètement refoulé. C'est du même tonneau. C'est pas par hasard que beaucoup des gens sont dans l'aide des autres, des sauveurs patentés, et qui sont complètement obscurcis de leur vérité perso et de leurs blessures perso. Or, ça paraîtrait pour beaucoup quelque chose de basique. Par extrapolation, c'est peut-être aussi un phénomène ou une condition de notre société actuelle, parce que regardez, en ce moment, on voit des gens qui protestent, des gens qui leur répondent à côté de la plaque. Vous pensez à qui? Les gilets jaunes et tout ça. On voit bien que les réclamations, les demandes des citoyens, on les comprend pas, on n'arrive pas à les entendre, on fait comme si c'était autre chose. On agit par cliché, très certainement, également. Là, par rapport aux violences, c'est un peu pareil, on n'entend pas le message de comprendre, alors que quelque part, quand on essaye d'avancer, de résoudre une équation, l'important, c'est de comprendre la question quelque part. Donc, si on en tout cas, je fais un pas de côté Mm. par rapport à Gilets jaunes, mais qui effectivement, pour moi, la seule chose qui m'est apparue, s'agissant de ces personnes qui sont habillées d'un gilet jaune, c'est d'avoir pigé que notre président de la République, à un moment donné, il s'est comporté un peu comme un monarque. Et là, il a fait, à mon avis, des conneries. Voilà, il a déconné. La réponse, elle s'est pas fait attendre, tant mieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, on n'essaie pas de les comprendre. On essaie de donner des réponses, 10 milliards, comprendre. On dit j'ai donné 10 milliards, on dit oui, j'ai non, fait... mais vous voyez bien, Mais, non, mais attendez, voilà. le chemin n'est pas le même. Vous voyez bien que même au bout de 3 semaines de Gilets jaunes, par exemple, on voit bien, il y a le groupe machin avec tel, il y a le groupe machin, ça devient un gros bordel. Moi, ce dont on parle là, c'est effectivement d'avoir un autre regard, un autre témoignage sur des questions de certaines violences, sur la question que c'est axial. Ça, on ne l'entend pas. Moi, je le redis, c'est axial. Axial, c'est-à-dire c'est central. Tout ce qui a à voir avec la violence, et entendons-nous, précisons ce mot violence. Violence, c'est pour moi, c'est tout ce qui a à voir avec la négation de l'autre. Il n'y a pas d'autre. Avec le mot violence, il n'y a pas d'autre. Il y a quand même le mot vie, qui est pas mal dedans. Vie, ça commence par la vie, la violence, la pulsion quoi, de vie. Ouais. Mais il n'y a pas d'autre. Donc, du coup, ça devient morbide. Il n'y a pas d'autre. Et s'il n'y a pas d'autre, c'est parce que soi-même, on n'a pas été éduqué dans le biberon, dans le berceau. Eh bien, il n'y avait pas ça. Le petit homme, quand il vient sur la Terre, il a un besoin majeur, mais majeur. Et pourtant, à très peu, la réponse à ce niveau-là, c'est un besoin de reconnaissance inconditionnelle. Je pèse bien mes mots. Inconditionnel. Donc, tu seras aimé si tu as ton bac. Ça, c'est du conditionnel. Inconditionnel. Ah oui, d'accord, je t'aime. Tu es le bienvenu. Tu es une personne importante pour moi. Et je vais t'accompagner dans la vie parce que tu es une personne importante pour moi. Je pourrais le résumer là-dedans. C'est à qui on a servi ça dès le départ? Très peu. Ça ne veut pas dire que le besoin n'y était pas. Chemin faisant, il va nous falloir, et heureusement, ceux qui vont faire parents pour nous ne sont pas forcément nos géniteurs. C'est que parfois, on va pouvoir rencontrer des figures ressources, des figures sources, d'accord, des personnes ressources, qui d'une certaine façon vont un peu nous répondre de ce côté-là. Et c'est ce qui fait qu'on aura des chances peut-être de pouvoir s'en sortir. Parce que dès le départ, la plupart du temps, la vie, elle est biaisée. Alors, je ne vous dis pas quand on arrive à l'école, alors là, c'est l'horreur. Et quand elle est encore plus biaisée, c'est-à-dire qu'on est victime de maltraitance, d'abus sexuels, etc. Donc, du coup, là, on en remet 2-3 louches. Là, on en remet 2-3 louches. Et c'est là qu'on peut partir vers un chemin. Là, on en remet 2-3 louches. Alors, ça dépend de l'âge, ça dépend du coût, ça dépend du style de la maltraitance. Il y a tout un tas de choses que seul celui qui va commettre pourra peut-être, et à l'occasion d'un travail psychologique, se souvenir.
Alors vous, finalement, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, mais quand vous voyez donc un Marc Dutroux, un Nordal Lenandais Ouais. peut-être, que voyez-vous? Moi, j'ai vu, sans aller jusque-là, mais allons-y. Moi, j'ai vu Patrick Thomas, j'ai vu, comment il s'appelle, Willy Van Coppernoll. Mhm. Alors, ce que je vois, c'est très simple. C'est un jeune homme, un homme plus âgé, Willy, 50 ans, Patrick Thomas, 20 et quelques au moment de son jugement, 24 ou 25. Et moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est paumé. C'est juste ça que je vois. Mhm. C'est quelqu'un qui est paumé. Et quelqu'un qui est paumé, faut pouvoir supporter, d'abord de le repérer, de l'identifier, ce côté paumé et d'y mettre de la parole. Une autre parole, c'est la parole la plus juste que je connaisse. Mais Il quand est vous... paumé, c'est-à-dire il est perdu. Ouais, mais quand vous faites, vous enlevez votre tout ce qui est émotionnel, Non, non, mais attendez, vous parce êtes, que là, vous ouais. m'écoutez pas. Non, Oui, vous non, voyez quelqu'un de non, non, paumé, de un paumé, être je vous humain, disais que ouais. ça me touche. Mais nous, ah oui, ça vous touche, mais vous voyez quelqu'un de paumé. Je vois quelqu'un de paumé, Voilà. je réponds vraiment à Vous votre voyez question. pas quelqu'un qui a tué ou quelqu'un Pas qui du est, tout. voilà. Je sais que cette personne elle a tué. Si je la Ça rencontre, demande une je la démarche rencontre en cour particulière. d'assises. Je la rencontre Ouais. en cour d'assises. Je sais qu'il a tué. Je sais qu'il a même violé. Je sais tout ça. Je le rencontre en cour d'assises. Je rencontre une personne. Mm. Étonnant, hein? Je rencontre une Oui, personne paumée. mais Et je dirais pas que ça me fait rien. vous devez quelque part balayer alors le Non. côté Mais j'ai pas à balayer, il l'horreur, y est pas. l'horreur, Entendez-moi tout ce bien, qu'il a il y fait. est Ouais. pas. Ça y est pas. C'est du fantasme, ça. Ah C'est bon? ce que j'arrête pas de vous dire. Une Ah oui. fantasme qu'on va toujours chercher à justifier. Moi, je vois quelqu'un de paumé et Mm. ça me touche. Je vois mon semblable paumé. Vous voyez, je vais jusque Oui, là. voilà. Et ça me touche. Parce que quelque part, le mot qui arrive après, c'est gâchis. Oh. Gâchis. Parce qu'il était paumé. Il y a un gamin qui est plus là. Il y a des parents qui sont dans la détresse. Voilà le résultat de quelqu'un qui était paumé. Pour arriver à ce regard-là, il faut être capable peut-être de se dire aussi, ce gars-là, ça peut être moi. Ça aurait pu être moi dans une autre vie, dans Il n'y a une même autre. pas besoin de Non, se le même pas. dire en ce qui me concerne. Oui, Mais c'est mais que quelque part, c'est pas ça pourrait être moi. C'est quelque part, si je comprends ou si je peux accéder à ça, c'est parce que d'une autre façon, j'ai rencontré, pas forcément le même, Mhm. mais j'ai rencontré le paumé qui était en moi. Si chacun peut rencontrer le paumé qu'il est en lui, eh bien, je vais vous dire, je paraphraserai Jésus de Nazareth, pourquoi pas, Ouais. que celui qui n'est pas paumé lui jette la première pierre. D'accord. Point barre. Que celui qui n'est pas paumé lui jette la première pierre. Mais attention, ça suppose de faire un sacré chemin. Et à ce moment-là, il n'y a plus cette espèce de velléité vengeresse. Elle n'y est Mhm. plus. Elle tombe d'elle-même. C'est ça dont je témoigne. Et ça fait chier du monde parce qu'on n'est plus dans le raisonnable. Bah, ça fait chier du monde aussi parce qu'il y en a plein qui disent, bah, moi, je me retiens. Je vais Bah, pas aller mettre une claque à quelqu'un ou lui un coup de poignard. Donc non, mais vous inquiétez lui, pas, il voilà. pourra toujours dire qu'il se retient. Et il sera pas du tout conscient que de toute façon, il est en train de se pourrir la vie ailleurs. Ouais, mais Du quelque moment part, qu'il est paumé, il c'est peut se retenir de ce quelque qu'il part, veut. c'est pour ça aussi qu'on se dit, bah lui, il doit payer parce que nous, Oui, on non, n'a mais pas le droit de tuer toutes quelqu'un les dans la raisons, rue. ils peuvent se donner toutes les raisons qu'ils veulent. Aujourd'hui, moi, Jean-Jacques Gérard, en mon nom, Mhm. j'en ai plus rien à foutre de leurs raisons. Il y aura toujours tout un tas de raisons pour justifier de la haine, pour justifier des actes terribles, comme si ça suffisait pas. Moi, j'ai dit, ça suffit le gâchis, c'est bon, j'ai fait le chemin, j'ai trouvé le paumé en moi, et c'est le paumé, c'est ça, c'est ces trouvailles-là qui animent aujourd'hui ma parole. J'y peux rien. Si les autres sont machin, ils peuvent dire oui, mais moi j'aurais peut-être donné une claque, mais j'aurais pas fait ça. Ils diront ce qu'ils veulent, j'y peux rien. Ils se pourriront la vie tant qu'ils n'auront pas reconnu le paumé qui est en eux. Ça c'est sûr. Mhm. Ça c'est sûr. Ils font chier leur bonne femme, ils font chier leurs gamins, ils se raconteront des salades et d'une certaine façon, qu'est-ce qu'ils font avec la vie? Ils participent du massacre de la vie. Ouais. Alors, quand on veut pas le reconnaître, ce paumé qui est en nous, on croit reconnaître le justicier, alors, en disant lui, il doit payer. Mais Au lieu c'est-à-dire de que dire si lui, on c'est un humain qui c'est a pas idiot souffert. de penser Ouais. que quelque part on passe de la non-reconnaissance non consciente à l'héroïsme. Mhm. À se prendre pour le justicier, Bah, quoi. Il faut l'héroïsme, qu'il paye. l'héroïsme, et puis il y a Hein. une certaine idée de la justice qui n'est pas la justice en plus, hein, qui n'est pas, on peut pas confondre la haine et la justice. La justice est une vertu, comme le disait Ferbery, c'est une vertu. C'est pas, voilà. Et puis l'institution judiciaire, c'est des hommes qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour que ça fonctionne un peu dans une société donnée. Qui essaye. Mais c'est vrai que souvent, on fait des tests psychologiques, psychanalytiques sur les. Non, les... pas Non, psychologiques. On parle de tests psychologiques. Parce qu'on cherche les circonstances atténuantes.
Je vous ai répondu au moins 3 fois. Ouais. Là. Ça Mais, vous rappelle de rien? Oui, mais... Non, je suis en train de vous parler de circonstances éclairantes. Oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a fait quand même, cette démarche de chercher dans le passé de la personne quelque chose qui aurait pu être un déclencheur. Ce que je vous dis, c'est que quelque part, résultat des courses, et ça dépasserait cette émission, c'est que quelque part, on est passé à côté, en nommant quelque chose de satellite, on est passé à côté que c'est quelque chose de central. Moi, c'est ça que je dis. Et avec le satellite, on va faire toutes les circonstances d'atténuantes qu'on veut. Et là, on voit bien dans quoi on est. On est dans une logique du punir. Tant qu'on est dans une logique du punir, on n'est pas dans une logique du soin relationnel. C'est tout autre chose. Ça présupposera une autre vision du monde pour être dans une logique du soin. Certes, il est coupable, mais vous avez fait intervenir, une fois, je l'avais mis en scène, c'est ce président de tribunal qui reconnaît qu'il est coupable d'avoir fait ça et ça, mais en même temps, il comprend bien que par rapport au chemin qu'il a fait, ça lui était peut-être difficile de pouvoir faire autrement que ce qu'il a fait, si terrible que ce soit. Et à ce moment-là, la réponse, qui n'est pas absente d'une zone d'enfermement, mais ce n'est pas n'importe quelle zone d'enfermement. Et puis, on n'est pas obligé d'être dans le punitif, on est dans une réponse sanctionnante qui considère également toute la dimension humaine. Si je vous comprends bien, il faudrait anticiper tout le temps. C'est-à-dire, dès qu'on voit un enfant qui, je sais pas, qui se met à tuer des oiseaux et les éventrer, on se dit peut-être qu'il va sur un mauvais chemin, faut l'accompagner. Non, alors là, vous me comprenez mal. Bah oui. Non. J'ai eu l'impression que c'est ça que j'avais compris. Oui, non, c'est pas du tout ça. Mais il y a pas. Oui, mais vous en tirez les conséquences qu'il faudra anticiper. Anticiper tout le temps, c'est la paranoïa. Bah oui. Alors si ça devient un modèle, moi je veux bien. C'est ou l'obsession ou la paranoïa. L'anticipation permanente, on n'est plus dans la vie naturelle. Donc moi ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a détourné, du point de vue personnel et du point de vue collectif, on a détourné le chemin des humains. Et on produit ce qu'on peut produire, c'est-à-dire des violences. Et ceux qui dénoncent la violence ont en eux la violence qu'ils dénoncent. Et ils en produisent en permanence. Voilà ce que je dis. Et qu'à un moment donné, je dis qu'il serait temps d'aborder les choses par un autre angle. Et si vraiment on l'aborde par un autre angle, il y aura un certain nombre de déclinaisons préventives. Il nous reste 1 minute d'émission. Je voulais vous poser juste la dernière question. Faites gaffe, il reste qu'1 minute. Ouais, c'est juste, qu'est-ce que vous diriez aux parents dont les enfants ont été tués ou violés C'est un petit peu le mot de conclusion que vous m'avez mis sur votre texte. Ouais, je ne sais pas ce que j'ai mis sur le texte. Se faire aider. En tout cas, faites-vous. Oui, bravo. Faites-vous aider. Ouais, c'est ça. Faites-vous aider. Et ne confondez pas toute la dimension émotionnelle avec l'organisation de la cité. Surtout pas de confusion. Et vous parlez d'un changement de niveau de conscience, qui est nécessaire pour qu'on comprenne en fait ce que vous essayez de nous dire là. On ne fait pas l'économie à un moment donné, chemin faisant, ça suppose qu'on se sente qu'on est en souffrance et se faire aider, et qu'à un moment donné, on accède à un autre niveau de conscience, et c'est de ce niveau de conscience qu'il va y avoir toutes les autres déclinaisons. Merci beaucoup. C'est la dernière émission de la saison, Jean-Jacques Gérard. On se retrouvera à la rentrée sûrement. Eh ben oui, bien sûr, on aura d'autres choses à se dire, d'autres choses certainement à développer autour de votre métier, votre vision personnelle, votre parcours qui vous a amené à avoir cette démarche et cette vision très personnelle. Merci Jean-Jacques. Merci à vous. Bonnes vacances anticipées. Je bosse. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est Osmosène, l'émission Bien-être, produite par Osmose Radio, coproduite également par Rage FM. Vous nous retrouvez le dimanche soir à 22h sur Rage 90.3. Le reste de la semaine sur Osmose Radio, osmose-radio.fr, la web radio. Et sur cette même adresse, osmose-radio.fr, vous pouvez récupérer tous les podcasts de toutes nos émissions et de celles que vous venez d'entendre. Je vous dis, portez-vous bien. À très bientôt. Osmose Radio.